Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Malheureusement, on attaque ce mois de novembre avec un marché des cryptos qui est dans le rouge et on est de retour dans la zone de peur sur le Grid. Ces dernières heures, de nouveau, plus de 1,2 milliard de dollars de liquidés. Du côté des ETF, c'est plutôt de l'outflow, à part du côté de Solana où on a eu quelques jolis inflows depuis les 4 jours où il a été accepté. En ce moment, on voit beaucoup de FUD autour de l'écosystème crypto. Déjà, on a des rumeurs sur le fait qu'un des plus gros market makers qui s'appelle Wintermute pourrait potentiellement attaquer Binance. Ça reste bien évidemment que des rumeurs, mais tout ça, ça serait lié au crack du 10 octobre. On a eu pas mal de FUD également autour de la plateforme MEXC, des rumeurs d'insolvabilité alors que pour le coup tout est ok de leur côté. On a également eu un hack du côté de Balancer qui est un protocole DeFi de lending et de borrowing avec plus de 130 millions de dollars exploités. Donc là voilà, tout ça, ça ramène encore plus un espèce de climat de peur et d'incertitude. Du côté de la macro, on a des retracements potentiels à prévoir au niveau des indices US. Ça bien évidemment, ça va rajouter une pression supplémentaire sur les cryptos. On a une inflation aussi qui repart en direction du nord, donc bien évidemment vous avez des probabilités de baisse de taux qui recommencent tranquillement à baisser. Il y a un bon rebond du dollar index, donc là globalement on est plutôt dans un environnement risk-off. Encore une fois les amis, c'est très important de bien prendre votre mal en patience, d'être contrariant dans ces moments-là et d'acheter les bonnes cryptos et d'attendre vraiment les bonnes zones d'achat. Après, en ce qui concerne mon biais un peu plus long terme, bien évidemment, ça n'a absolument pas changé. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et comme d'habitude, on va aller se faire un gros tour du côté des graphes. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news côté Bitcoin. On a Strategy qui lance le STRE, qui est sa première émission d'actions privilégiées perpétuelles liblées en euros. Il y aura 3,5 millions d'euros d'actions à 100 euros chacune avec un dividende de 10% et les fonds étant destinés bien évidemment à l'acquisition de Bitcoin. Nouvel achat du côté de Stratégie avec 400 BTC accumulés pour 45 millions de dollars, soit environ 114 000 et quelques dollars par BTC. La Stratégie réalise quand même un rendement de 26% depuis le début d'année 2025. Au 2 novembre, ils détiennent 641 000 BTC. Ils les ont acquis pour à peu près 48 milliards de dollars, soit environ 74 000 dollars par Bitcoin. Donc pour le coup, je crois que leurs avoirs aujourd'hui, c'est autour de 70 milliards. Donc c'est une jolie paire. On a le secrétaire du Trésor américain Scott Bessent qui met en avant la résilience du Bitcoin et le fait qu'il ne s'arrêtera jamais. 17 ans après la publication du livre blanc, le réseau Bitcoin est toujours opérationnel, plus résilient que jamais. Bitcoin ne s'arrêtera jamais et ça, on en est sûr. Nouvelle métrique qui nous montre encore la résilience du BTC, justement, les avoirs en Bitcoin sur les plateformes d'exchange ont diminué 210 000 BTC sur les 6 derniers mois. Donc pour le coup, vous savez, quand on a envie de vente, on va plutôt envoyer ces BTC sur les exchanges, on va pas les retirer, mais ça indique quand même que les traders conservent leurs avoirs malgré la volatilité et malgré une baisse de 14% vis-à-vis de la TH. Autre nouvelle, on a le géant vénézuélien des paiements Connexus qui prévoit d'intégrer le BTC et les stablecoins au réseau bancaire national. Derrière, on a House qui annonce la création d'une réserve stratégique en Bitcoin et un soutien financier au développement open source de l'écosystème. Ça bouge aussi du côté de Hong Kong qui va assouplir les restrictions sur le Bitcoin et les crypto-monnaies pour justement encourager les échanges. On a aussi BlackRock qui nous annonce son intention de lancer un ETF BTC en Australie. Bon, ce mois d'octobre, il n'aura pas tenu toutes ses promesses, on aura été pour le coup très loin d'un October. On finit le mois avec moins 3,69% sur Bitcoin. On rentre donc dans le mois de novembre qui est historiquement le mois avec les plus gros rendements. On est autour de 42% de rendement en moyenne. Donc on espère bien évidemment que cette fois-ci, Bitcoin il va un petit peu plus suivre ses statistiques. On a aussi Fidelity qui, 2 ans et demi après son lancement, autorise désormais les dépôts et les retraits en Bitcoin et en crypto. Du côté d'Ethereum, on a Bitmain qui continue l'accumulation, qui a acheté 300 millions de dollars supplémentaires d'Ethereum et qui porte leur réserve aujourd'hui à 3,4 millions de TH, soit près de 3% de l'offre totale. Du côté de Solana, même si on a un peu un sell the news du côté du price action, du côté des ETF, c'est quand même pas mal. Ils ont enregistré des entrées nettes de 200 millions de dollars la semaine dernière. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a plus de 1,13 milliard de dollars qui ont encore été liquidés sur les dernières 24 heures sur le marché crypto. Bien évidemment, majoritairement du long, ça touche plus de 300 000 traders et je pense que les datas ont encore augmenté depuis. Voilà, sur les dernières 24 heures, aujourd'hui, on est plutôt à 1,34 milliard de dollars. Peut-être une lueur d'espoir pour les prochains jours. On a le secrétaire au Trésor américain qui affirme que les États-Unis et la Chine devraient signer leur accord commercial dans le courant de la semaine. On croise les doigts. Par contre, comme je vous le disais, du côté de l'inflation, ça repart à la hausse. On est aujourd'hui à pratiquement 2,7% sur Truflation. Bien évidemment, vous avez un impact direct sur les probabilités de baisse des taux et aujourd'hui, on est à 70% de probabilité de baisser les taux de 25 points de base au prochain FOMC. Comme je vous le disais, du côté des ETF sur Bitcoin, il y a vraiment de l'outflow là depuis 4 jours. Exactement la même chose justement du côté d'Ethereum. Le seul qui tient la route au niveau des ETF en ce moment, c'est Solana avec 5 jours d'inflow consécutifs. Au niveau du sentiment de marché, bien évidemment, comme je vous le disais, on est de retour dans la peur. La dernière fois qu'on est revenu dans des zones de peur, c'était aux alentours de mars-avril 2024, qui avait marqué bien évidemment un bottom sur BTC. Donc encore une fois, très important d'être contrariant. Avant de passer à la partie analyse technique, je vous fais juste un petit rappel avant. Sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Merov Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque. Dans ces portefeuilles, on va vous donner le nom des cryptos sur lesquels on s'expose, nos pourcentages d'allocation, nos points d'entrée et nos points de sortie. Vous avez également accès à tous nos signaux de trading en alpha pour aller surperformer le marché court terme et extraire un facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec la partie portefeuille. Vous avez la possibilité de faire travailler vos capitaux en automatique grâce à nos robots de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, on vous donne accès à Q42
qui va vous permettre de rentrer en accès anticipé sur les nouveaux projets crypto avant leur sortie et leur listing public. On attaque l'analyse avec BTC, donc de suite je réponds à tous ceux qui pensent qu'on est en bear market. Moi je pense pas qu'on soit en bear market. Pour le coup, on va revenir sur la fameuse MA50 en weekly qui a toujours fait office de support depuis le début de ce cycle et qui a toujours maintenu justement ce bull market intact. Pour l'instant, on arrive à peine à son contact, donc vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a pas encore de retournement structurel au niveau de la structure macro de Bitcoin. Du coup, pour revenir sur le plus court terme sur Bitcoin, bon, on est toujours dans un flux baissier, hein, vraiment, on est en train de se faire rejeter très très fortement par la trendline qui nous faisait faire avec la trendline un petit peu plus haut, un espèce de canal haussier. On peut y voir aussi un mégaphone qui est là plutôt est une figure de continuation haussière. Donc pour le coup, on est venu tester quand même une fois, deux fois et on semble être en train de tester une troisième fois justement cette trendline plutôt baissière. Après, on tient plutôt bien la zone de résistance au niveau des 103 000. Ça, c'est quand même important, bien évidemment, de la maintenir. Il y a eu des zones de fair value gap qui ont été créées. Mais puis globalement, depuis justement le crack du 10 octobre, on a essayé de retravailler la zone de fair value gap. On se fait rejeter. Donc on est vraiment dans une continuation de tendance baissière. Donc bien évidemment, c'est pas un environnement qui est favorable aux altcoins, vous en doutez bien. Du coup, comme je vous le disais, ce qui est important sur Bitcoin, là, c'est vraiment de maintenir cette zone de support au niveau des 103 000 $. Il y a une zone de fair value gap qui a été créée pendant le rejet justement sur la trendline de ce canal ascendant. Donc là, ce qu'il va falloir dans un premier temps, c'est vraiment reprendre cette zone de fair value gap, reprendre également le support au niveau des 106 000 $. Et là, on espère bien évidemment une reprise un peu plus haussière. Bien évidemment, du côté de la Bitcoin dominance, ça reprend la direction du nord, hein. On a les altcoins qui sous-performent Bitcoin en ce moment. Donc là, on a repris la zone qui était zone de résistance au niveau des 60. Elle va très certainement redevenir zone de support. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas non plus continuer de trop monter parce que ça voudra dire forcément qu'on a une continuation de sous-performance des alts vis-à-vis de BTC. On continue l'analyse avec Ethereum qui est toujours dans cette grande vague corrective, hein, qui est pour le coup, lui, est en train potentiellement de casser la borne basse justement de ce canal descendant. Donc là, si jamais la clôture est confirmée en dessous de ce canal, on va pouvoir aller rechercher, à mon sens, la zone de support au niveau des 3300 $. Du côté du RSI aussi, on est toujours très très loin de la ligne des 50. Donc toujours, à mon avis, une continuation de flux plutôt baissier sur ETH. En plus de ça, on l'a vu, il y a des inflows du côté des ETF. Donc c'est pas quelque chose qui, bien évidemment, soutient le prix spot. Même chose du côté de Solana, il y a quand même eu un beau sell the news, hein, aussi en plus de ça, suite à l'approbation de l'ETF, à mon avis. On est revenu dans une zone de rechargement de longue du dernier mouvement. Donc là, on est en train de tenir tant bien que mal la zone de support au niveau des 160 $. Ce qui est vraiment important, justement, c'est bien évidemment de la tenir. Il y a une grosse zone de déséquilibre de marché qui a été créée. Donc dans un premier temps, revenir, la retravailler, ça serait bien. Et puis reprendre le support au niveau des 180 $, ça serait aussi sympa. Parce que là, si jamais on continue de casser, globalement, la prochaine zone de support résistance, elle est au niveau des 140 $. Après, au niveau du RSI, on est potentiellement en train de venir s'appuyer justement sur cette trendline baissière qui a quand même maintenu justement le RSI au-dessus depuis un bon moment maintenant, depuis août 2025. Donc là, c'est important vraiment de pouvoir marquer potentiellement un rebond et on l'espère bien évidemment reprendre la direction du nord. Mais ça, vous le savez, ça va rester à corréler avec ce que va faire Bitcoin. On continue avec le NIR Protocol qui, lui, n'est pas loin de nous invalider la potentielle reprise haussière qu'on avait eue depuis avril 2025. Là, si vraiment on commence à casser les derniers points bas, on sera au final sur une continuation de tendance baissière. Donc là, on a aussi bien perdu la zone de support au niveau des 2,30 $. Là, pour le coup, globalement, si jamais on descend un petit peu plus bas, la prochaine zone de support résistance, on est dessus globalement au niveau des 1,80 $. Donc là, ça va quand même être vraiment important de la tenir parce que sinon, la première zone, globalement, ça serait aux alentours des 1,50 $. Sachant que même chose au niveau du RSI, on est toujours très bas, on est toujours sous trendline baissière. Donc là, pour le coup, momentum plutôt très baissier comme sur le reste du marché alt. Du côté de notre ami Tao, après une belle reprise, on est venu chercher les 540 $ il y a quelques jours. Là, pour le coup, on est en train aussi de complètement lâcher. On est surtout en train de perdre le support des 450 $ globalement. Donc là, à voir si la zone de fair value gap qui avait été créée pendant justement l'envolée va de nouveau faire office de support avant une reprise haussière. Après, on a réintégré aussi une trendline autour de laquelle on avait travaillé depuis longtemps. On est potentiellement toujours au-dessus de la ligne des 50. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de tenir la ligne des 50, de venir se stabiliser. On est globalement dans une zone plus ou moins de support résistance ici, hein, si on regarde vraiment un petit peu plus long terme. Mais voilà, c'est important vraiment d'avoir une belle reprise et de ne pas continuer de faire des structures baissières. Sinon, prochain arrêt, ça sera au niveau du travail de cette zone de fair value gap, globalement vers les 350 $. Ça craque aussi du côté de BNB qui a perdu la zone de support qui s'était dessinée globalement au niveau des 1060 $. Bon, après l'explosion complètement folle, hein, puis en plus de ça, vous voyez, ça commençait quand même à diverger depuis très longtemps. Quand on est venu casser justement le RSI ici, on a quand même confirmé une belle divergence, donc c'était normal de toute façon que le BNB se mette à respirer. En plus de ça, il y a potentiellement du FUD autour des rumeurs d'attaque justement de Wintermute vers Binance. Donc pour le coup, voilà, le BNB qui va quand même retracer et qu'il aurait fait à un moment ou à un autre de toute façon, vu l'envolée quand même assez spectaculaire qu'il a eu ces derniers mois. Même chose du côté de la vague d'avalanche, hein, on a vraiment cette fois bel et bien perdu la zone de support au niveau des 22 $. On est sur la zone de support au niveau des 16,50 $. Il faut impérativement la tenir parce que sinon il va aussi commencer à nous invalider toutes les structures haussières qu'il avait justement mis en place globalement depuis avril 2025. Donc là pour le coup on faisait quand même des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts. Donc si là on recommence à faire des bas de plus en plus bas, ça va pouvoir nous amener sur la zone de support résistance qui est un petit peu plus basse, hein, et qui globalement se trouve aux alentours des 13 $ pour Avax. Au niveau du RSI, on est toujours hyper bas. Il y a potentiellement un début de divergence qui est en train de se mettre en place. Mais bon, il va vraiment falloir une belle reprise de momentum. Puis là, globalement, voilà, vous voyez, on laisse des zones de fair value gap derrière, on se fait rejeter. Donc là, le prochain travail, ça sera déjà de reprendre cette zone de déséquilibre de marché pour potentiellement essayer d'aller reprendre la zone de support au niveau des 22. Mais pour le
le coup, on en est encore loin. Même chose du côté dessus, les amis, on est revenu sur la zone de support au niveau des 2,05 $. On a bien perdu la zone de support des 2,50. Au niveau du RSI, potentiel début de divergence, mais on est quand même très très bas et on est très très loin vraiment d'avoir un momentum qui a l'air de reprendre à la hausse. On crée pareil des zones de fair value gap desquelles on se fait rejeter. Donc là, dans un premier temps, il va falloir reprendre ces zones-là et bien évidemment essayer de reprendre la zone de support au niveau des 2 $, c'est pas de résistance et donc du coup de la transformer en zone de support au niveau des 2,50 $. Mais pour le coup, la même chose, il faut vraiment pas qu'on vienne casser ce dernier plus bas parce que sinon il nous invalidera complètement la potentielle reprise de tendance haussière. Même chose bien évidemment du côté du XRP, on est en train de continuer de retravailler justement cette zone de rechargement de longue de tout le précédent mouvement. Donc là pour le coup avec voilà une belle corrective ABC en zigzag qui nous a ramené ici. On se fait également rejeter toujours par la zone de fair value gap qui a été créée au moment du crack. Là pareil, on en crée, on se fait rejeter. Donc là dans un premier temps, ce qu'il va falloir c'est déjà reprendre celle-là et potentiellement essayer de reprendre la zone de support résistance qui est au niveau des 2,70 $. Après là on se fait de nouveau aussi rejeter par la ligne des 50. Donc a priori ça va pas être pour tout de suite du côté d'XRP. On se fait un petit tour du côté d'Aster, donc il lui aussi continue vraiment sa tendance baissière. Après un tweet de CZ qui nous a dit qu'il achetait de l'Aster en perso, bien évidemment il y a eu un joli pump de globalement de quoi de 30%, plus 40%, donc il a été bien évidemment complètement ravalé par le FUD qui se trouve en ce moment autour de Binance. Donc pour le coup voilà, on est revenu sur la zone de support au niveau des 90 centimes de dollars, mais voilà, à voir si on arrive justement déjà à reprendre dans un premier temps la zone de résistance au niveau des 1,10 $, mais globalement on a recassé la ligne des 50, on est plutôt sous un momentum baissier là au niveau d'Aster. A priori on risque aussi, comme un peu partout sur le marché crypto, de faire de la continuation de tendance baissière. On se fait un petit tour aussi du côté du Aero, donc lui voilà a complètement aussi perdu sa zone de support au niveau des 1,04 $. On se retrouve sur la zone de support au niveau des 80 centimes de dollars. Pour le coup voilà, il a fait quand même une belle envolée après un joli market structure shift. Au niveau du RSI, on avait cassé la trendline, on avait repris la zone des 50, on était reparti à la hausse, mais là pour le coup on se fait rejeter, on casse les 50 et on vient a priori prendre appui sur justement cette trendline. Donc là ce qui serait bien, ça serait vraiment de rebondir pour reprendre un peu plus la direction du nord. Après on va potentiellement croiser bearish au niveau de la MACD, on a un volume aussi qui est assez descendant, on a laissé de la zone de fair value gap derrière. Donc là globalement dans un premier temps ce qu'il va falloir c'est une stabilisation, reprendre cette zone de fair value gap et réussir à rattraper la zone de support au niveau des 1,04 $. On continue avec le Link qui lui aussi était en train d'essayer de dessiner un espèce de triangle de compression, mais bon voilà, c'est de la continuation de tendance baissière. On a bien cassé, on est en train de revenir sur la zone de résistance de support au niveau des 4,60 $. Du côté du RSI, on était sous trendline, on n'a pas repris la trendline, on est toujours sous la ligne des 50, on continue de se faire rejeter. Au niveau de la MACD, on continue d'aller chercher du pétrole, même s'il y avait une petite augmentation du volume, mais qui plutôt voilà, est un volume vendeur bien évidemment. Au niveau de la structure pure et dure de Link, pour moi après le range d'accumulation, on avait fait une grande 1, une 2, une 3, on avait fait une 4 corrective et on repartait dans une grande 5. Si jamais on vient recasser le dernier plus bas, c'était en fait qu'on était potentiellement dans une potentielle ABC qui était beaucoup plus grande. Donc on avait cassé la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. Mais voilà, si jamais on vient casser le dernier plus bas, ça invalide justement cette structure en ABC qui est sûrement une plus grande structure ABC qui on l'espère restera soit flat et on ira chercher globalement la zone de support au niveau des 11,28 $. Si jamais on est sur une zigzag, on pourrait descendre plus bas. Mais voilà, globalement pareil, nous mène plutôt très baissier du côté de Link. On continue avec le pump en daily qui donc du coup lui se fait de nouveau également rejeter déjà par la zone de résistance au niveau des 0,005 et surtout par la zone de fair value gap qui avait été créée justement pendant l'effondrement du 10 octobre. Au niveau du RSI, on est en train de repasser tranquillement sous la ligne des 50. On a la MACD qui va croiser bearish, donc j'ai l'impression qu'il va pas trop tenir sa zone de support ici. Je pense qu'on va rapidement se retrouver au niveau de la prochaine zone de support au niveau des 0,003 et là pour le coup ça recommencera à devenir à mon sens une zone d'achat plutôt très sympa sur le pump. On continue avec le hype de Hyperliquid qui lui aussi a perdu sa zone de support au niveau des 41 $. On se retrouve aujourd'hui sur la zone de support au niveau des 36. Au niveau du RSI, on recasse la ligne des 50. On a une MACD qui croise bearish. Donc pour le coup, voilà, a priori, il va falloir vraiment stabiliser, maintenir cette zone de support parce que c'est quand même un support assez historique au niveau de hype. Pour le coup, sinon, bien évidemment, on continuera d'aller chercher plus bas. La prochaine zone de support résistance, j'ai l'impression qu'elle se trouve au niveau des 33 $. Donc si jamais vraiment on est amené à casser, ça sera à mon avis la prochaine direction du hype. On continue avec Virtual qui avait eu un joli pump suite justement à tout l'engouement et tout le FOMO qu'il y a eu autour du protocole X402. Donc bien évidemment, vous savez que c'est un paiement qui va permettre justement d'intégrer des paiements directement et qui vont pouvoir être gérés bien évidemment par des agents IA. Donc globalement, étant une plateforme pour créer des agents IA, ils ont évidemment profité de cette narrative. Mais pour le coup, on se fait quand même bien rejeter au niveau de la zone de résistance des 1,90 $. On vient a priori reprendre appui sur la zone de support des 1,20 $. Au niveau du RSI, on est toujours sur la ligne des 50. Mais bon, là, ce qu'il va falloir, c'est vraiment la tenir pour espérer reprendre un momentum haussier. On a une MACD qui s'apprête aussi à croiser bearish. Il y a eu un beau pic de volume et on est en train quand même de bien redescendre. Donc là, je pense qu'on va aller tranquillement se stabiliser au niveau de la zone de support, au niveau des 1,20 $. On va aussi se faire un petit tour du côté des bêtas de l'écosystème Solana. Bon, malheureusement, c'est pas hyper joli. Déjà que Solana sous-performe. Donc les bêtas de son écosystème vont sous-performer encore plus. À l'image de Bonk, bien évidemment, qui est en train de perdre complètement sa zone du support qu'il avait au niveau des 0,4015. On va venir, à mon avis, tranquillement venir se stabiliser sur la prochaine zone de support au 0,4010. On est toujours sous trendline baissière au niveau du RSI, en dessous de la ligne des 50. On a une MACD qui se remet aussi à croiser plutôt bearish.
bullish. On a un volume qui est descendant, donc pour le coup, voilà, un très peu de traction du côté des bêtas de l'écosystème. Si on va faire un tour sur les autres, hein, que ce soit les Popcat, les FWOG, etc., globalement, on est à peu près partout dans la même configuration. Mais là, ce qui est vraiment important, encore une fois, c'est vraiment de maintenir cette prochaine zone de support pour pas invalider toute la reprise haussière qui avait été faite, bien évidemment, depuis le 10 janvier, mars, avril, 10 avril 2025, pardon, excusez-moi. Et enfin, on finit cette vidéo avec le Popcat qui, bien évidemment, en tant que bêta Solana, est dans les mêmes conditions qu'à peu près tous les autres, particulièrement sur la partie Memecoin. Et globalement, voilà, là, encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment de maintenir tant bien que mal cette zone de support au niveau des 0,13, parce que sinon aussi, ça nous invalidera quand même toute la reprise haussière qu'on avait eue depuis à peu près aussi également avril 2025. Mais voilà, ce qui va être important là vraiment au niveau de Popcat, ça va être de reprendre quoi qu'il arrive cette zone de support au niveau des 0,15. Au niveau du RSI, après, on n'est pas sorti, on est toujours sous trendline baissière. On a une MACD qui s'apprête également à recroiser bearish. Donc a priori, voilà, après encore une fois, moi ça fait partie des cryptos que je vais vraiment me remettre à accumuler dans les points bas comme ça, parce que je pense que quand l'écosystème va repartir, c'est là que vous allez bien évidemment avoir les meilleurs rendements risques. Et encore une fois, tout l'objectif de rester contrariant, essayer de penser à l'inverse de la majorité. Je sais que c'est des moments qui sont difficiles, mais encore une fois, vous le savez, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais moi je pense que ça fait vraiment partie des cryptos que je vais me remettre à accumuler. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'était un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et puis surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, que les marchés vous soient favorables. C'était JB du Mare of Club et on se retrouve dans une prochaine vidéo.